Pour conquérir les Gaules voici 2000 ans et pour investir les plages méditerranéennes aujourd'hui, la vallée du Rhône a toujours été empruntée par les hommes. Mais curieusement, ce couloir est bordé par des provinces restées jusqu'à nos jours à l'écart du mouvement, comme les monts du Vivarais, rempart oriental du Massif central. Voici un siècle à peine, cet espace commençait tout juste à s'ouvrir au reste du monde. À côté de ces grands axes, le puissant PLM lui-même n'avait lancé que de modestes antennes qui s'arrêtaient au pied des premiers escarpements. À ses débuts, le départemental fit de même, tout d'abord en Haute-Loire, puis dans les vallées ardéchoises, du Doubs et de l'Eyrieux. Mais lui seul allait réussir à franchir les crêtes jusqu'à former, dès 1903, le seul réseau complet de toute la contrée. Au milieu des années 60, la compagnie de chemins de fer départementaux assurait encore vaillamment son service avec une douzaine de petits autorails billards. Le réseau du Vivarais, comme on disait alors, paraissait prospère, mais déjà son trafic faiblissait, victime de la montée de l'automobile. Dès cette époque, la compagnie s'ouvrit au tourisme et fit circuler ses premiers trains spéciaux, avec les Malais 403 et 404, soigneusement conservés en état de marche. Amateurs chevronnés ou simples touristes, ils sont venus par centaines de la France entière et même d'ailleurs pour découvrir à 30 à l'heure cette terre encore secrète. Mais le sursaut arrivait trop tard, la décision de fermeture avait été prise. Sur les flancs du tout dernier spécial, l'inscription « Non à la suppression » resta lettre morte. Le 31 octobre 1968, le réseau du Vivarais fut rayé de la carte. Et ses 160 agents furent condamnés à l'inactivité. Et pourtant ici, ce n'est pas le train qui s'est arrêté, mais le temps. Aujourd'hui encore, chaque matin, les cheminots font un brin de causette avant de partir en ligne avec le billard 214.
Tout se passe comme en 1950, lorsqu'au fil des arrêts, l'autorail se remplissait d'élèves descendant au lycée de Tournon. À Boussieux ou à Colombier, on s'attendrait même à croiser l'un des frères du 214 qui emmène les paysannes au marché de la Mastre. Mais nous ne sommes plus en 1950. De nos jours, l'autorail matinal, libéré depuis belle lurette de toute mission de service public, conduit à pied d'œuvre quelques-uns des acteurs de l'extraordinaire spectacle ferroviaire qui va débuter à Tournon dans quelques minutes, à la vapeur. Car depuis plus de 25 ans, nous sommes bel et bien sur un chemin de fer touristique. Un chemin de fer musée même, puisque nous allons remonter plus loin encore dans le temps. Ainsi, au bout de son trajet, le petit Billard va s'effacer devant les puissantes malées du début du siècle. Pour faire face à l'affluence, on prévoit 2 trains. Dès la veille, la 413 a été sortie de sa remise pour être rallumée. Serge et Daniel se répartissent les différentes tâches d'une opération qui va durer 4 heures, jusqu'à ce que le manomètre affiche 14 kg de pression. Et les fonctions se succèdent à un rythme soutenu, amenant les 2 jeunes à répéter scrupuleusement ces gestes traditionnels qui ont bien failli tomber dans l'oubli en 1968. La 403, quant à elle, assure le roulement depuis plusieurs jours. André et René se limitent à une préparation de routine qui comporte tout de même une bonne 50aine de points de graissage sur le mécanisme des 2 trucs moteurs.
9h30, la 403, chargée d'assurer le premier des deux trains, quitte le dépôt pour aller se mettre en tête. En gare, les voyageurs sont déjà là. Même si le trajet ne dépasse pas 33 km, tous ressentent l'atmosphère des grands départs de cette époque où un voyage était un événement. « 9h45, départ pour la Mastre. Dans un nuage de vapeur, la 403, quasi centenaire, s'engage sur le tronc commun avec la grande ligne de la rive droite du Rhône, où elle tentera bientôt une pointe à 30 km/h. Deux kilomètres plus loin, premier ralentissement. L'appareil de sortie de la section à 3 fils de rail doit être abordé à 6 km/h. Avec le dévers inverse de la courbe de la voie normale, la plus grande prudence est de mise. Maintenant, dans son domaine, le train s'oriente vers l'ouest pour remonter la vallée du Doubs, la gorge même dans laquelle lui seul osera se faufiler juste après le grand mur de soutènement de 12 plages. Pour réussir à se glisser au plus profond du canyon, la voie métrique comporte d'innombrables courbes de très faible rayon, jusqu'à 100 mètres.
Dès le kilomètre 6, la voie épouse un premier méandre du Doubs à l'aide d'une grande courbe à droite qui a su éviter la ferme de Ravissier, aujourd'hui aussi minutieusement restaurée que le train qui la côtoie. Sur le court palier de la station de Troyes, André reprend 2 ou 3 km/h pour s'attaquer à la rampe la plus dure du parcours, 20 pour 1000 à Mordanne. Pendant de longues minutes, l'échappement de la Mallet se répercute entre les parois, jusqu'au kilomètre 12, où la rampe s'atténue enfin et où la vallée commence à s'ouvrir, presque insensiblement. Sur un ton plus badin, le haut-parleur pourrait annoncer prise d'eau pour la machine et de breuvages plus variés pour les voyageurs. Ceux qui sont plus portés sur les plaisirs de l'œil que sur les joies du palais s'avanceront vers la tête du train. C'est ici que se regroupent les photographes en quête d'un souvenir de famille pour certains ou d'un cadrage flattant la locomotive pour d'autres. « 11h15, départ. L'ascension reprend sur une rampe adoucie, marquée notamment par le viaduc d'Arlebosc.
Le train serpente maintenant dans une vallée jalonnée de petites bastides, au style déjà méridional, au pied des villages du Plat, puis de Monteil. Enfin, le passage à niveau presque oublié de la ferme du Pendu annonce l'arrivée à Lamastre. Pour eux, le terminus est tout proche. À son tour, la 413 a quitté Tournon et nous la retrouvons à Douze-Plages, où elle s'inscrit dans l'arche du Grand Pont, lancée sur les eaux du Doubs au XVe siècle. Dans la courbe du viaduc de Troyes, la Mallet donne de la voix en prévision de l'effort qu'elle va devoir soutenir pendant 6 km. Après avoir éprouvé une impression de vitesse au passage du viaduc, on devine maintenant la puissance de la machine en tête de sa rame de 120 tonnes. Premier répit au débouché de la gorge, puis à l'approche de Boussieux, où des prairies verdoyantes remplacent les parois de granit. Le château de Chazottes domine tout le bassin de Boussieux. En 1968, Madame la Comtesse s'était vivement opposée à la suppression du chemin de fer. Elle est même allée jusqu'à fermer tous ses volets en guise de protestation. Bien sûr, elle les rouvrit lors de la résurrection du train, et depuis ce jour, les mécaniciens sifflent longuement pour la remercier de son soutien. Au passage du viaduc d'Arlebosc, on reconnaît aisément la pierre qui vire.
tous les 100 ans selon la légende. Même si le bloc reste désespérément immobile depuis l'ouverture du chemin de fer, voici justement plus d'un siècle. Dans l'unique alignement droit du méandre de Monteil apparaît le ponceau de la ferme des Revottes, le pont des Soupirs pour les chauffeurs qui peuvent enfin cesser d'alimenter leur feu et souffler un peu. La Mastre n'est plus qu'à 3 km. Midi. Au terme de son parcours, le train vient se ranger aux côtés de son prédécesseur, tout en étant lui-même rejoint par l'autorail parti de Tournon à 11 h. Avec une parfaite coordination des 3 mouvements, l'activité est intense et pour l'amateur, l'émotion ne l'est pas moins. Les 2 machines vont maintenant exécuter un balai superbement réglé. La 403, dételée la première, laisse son fourgon, tout en libérant la voie en tiroir pour la 413. Au quai à charbon, André et René doivent charger 1 tonne de combustible au beau milieu du public. Ils retourneront ensuite leurs machines à la force des bras, les leurs, et bien souvent ceux d'un voyageur serviable. Avec la 413, Serge et Daniel reproduisent exactement ces opérations. En quelques minutes, le tour est joué.
Le spectacle n'est pas terminé pour autant. Certains prolongeront l'ambiance des jours de fête d'antan dans la gare, en dansant sur les airs du vieil orgue limonaire, avant d'aller flâner entre les étalages du marché de la Mastre. Pendant que la plupart des voyageurs s'attablent, quelques amateurs insatiables s'offriront l'aller-retour au Torail de mi-journée. À Colombier, un arrêt d'1 heure permet de déjeuner sur la terrasse de l'auberge de la gare. C'est ici, dans le cercle restreint des inconditionnels de la voie métrique, que l'on évoque les premières années du train-musée. L'aventure a commencé avant même la fermeture du réseau, par quelques démarches qui n'ont pas manqué de surprendre les administrations. Aucun précédent n'existait à l'échelle des 33 km de la ligne Tournon-la-Mastre. Et pourtant, après un semestre d'hibernation, le chemin de fer du Vivarais ressuscitait triomphalement. Dès la première saison, le train-musée accueillait plus de voyageurs que les convois du service régulier n'en avaient jamais transporté. Lancé avec les 2 Malais 403 et 404 et une demi-douzaine de voitures héritées de l'ancienne compagnie, la nouvelle exploitation dut bien vite partir à la recherche de véhicules dans toute l'Europe, puis réhabiliter les Malais 413 et 414, abandonnés à l'état d'épave depuis des lustres. Car 25 ans de succès, ce fut aussi un quart de siècle de travail et de persévérance. Aux côtés des pionniers de 1968, toute une équipe s'est formée, combinant salariés et bénévoles, autant attachés à l'authenticité du spectacle qu'au sérieux de l'exploitation. « 14 heures. Les poseurs remontent avec leurs petits billards sans chevaux pour rendre la voie aux 2 vapeurs. En gare, les équipes préparent leurs machines au voyage retour. Daniel fait une nouvelle fois le tour des graisseurs de sa 413. Ensuite, André avance la 403 jusqu'à la grue hydraulique. Côté exploitation, Joël répartit les voyageurs des 2 convois avec un flegme à toute épreuve.
15h30, en tête des trains, ça se précise. Après la 413, la 403 accoste sa rame et les deux machines seront bientôt prêtes à partir. « 15h45. La 413 nous offre un démarrage somptueux. « 16h, la 403 s'ébranle à son tour, tout purgeur ouvert. Les trains vont maintenant parcourir en sens inverse une ligne qui se présente sous un angle nouveau, avec la complicité du soleil de l'après-midi.
En marquant la sortie du défilé, le grand pont annonce la plaine. Les courbes se font rares et Daniel surveille maintenant les passages à niveau des campings et des lotissements, tandis que Serge charge son foyer pour la dernière fois de la journée. Avant de pénétrer sur le tronc commun, la 413 laissera sagement passer un couplage de BB 8100 et son train d'auto filant vers le sud. Dès que Philippe obtient la voie libre, la Mallet s'engage sur la ligne SNCF. La dernière voiture ayant franchi l'aiguille, Daniel ouvre le régulateur et la machine peut courir sur cette grande ligne héritée du Paris-Lyon-Méditerranée. Et voici la 403 qui se présente à son tour, avant de se lancer dans un dernier galop. Pour la quasi-totalité des 1000 voyageurs de cette journée bien remplie, le voyage touche donc à sa fin. 18h30. Dans les coulisses, il reste du travail. Un ultime coup de collier autour de la plaque tournante, qui sera suivi de la confection du talon. Ce feu, appelé à couver toute la nuit, à l'arrière du foyer, pour maintenir la machine en demi-sommeil jusqu'au petit jour. Après 4 heures de route, dans une journée de 12 heures, les vaporistes vont regagner leur domicile, mais tout n'est pourtant pas terminé. Avant que le rideau ne se referme, l'infatigable Billard doit encore remonter à la Mastre et conclure la journée comme elle a débuté, dans cette ambiance familiale qui faisait le charme des autorails de notre enfance. Dans la plus pure tradition des omnibus de la France rurale, le 214 achève sa journée à l'heure de l'Angélus.
En Vivarais, l'authenticité n'est pas un vain mot.